J'ai dit, personne n'a perdu la vie à cause de votre pouvoir pendant le début de votre prise de pouvoir jusqu'au 27 septembre 2009. Oui, c'est pour ça que, maître, pour ceux-là qui sont des incrédules, hein, et je ne parle pas de ceux qui sont des incrédules, qui ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi je dis, c'est juste une question d'échange, maître. Très bien. Ce n'est ni ma force, ni ma gloire. Je comprends, Monsieur le Président. Monsieur le Président, quand vous étiez président, moi je faisais la deuxième année 3. Donc je vous suivais régulièrement à la télé et je voyais votre volonté, ce que vous voulez pour le pays. Bon, je ne sais pas si c'est le micro ou quoi, mais on a du mal à comprendre même vos questions. Voilà. D'accord. C'est bon? Voilà. Oui. Ok. Je disais que pendant que vous étiez au pouvoir, moi je faisais la deuxième année droit. Je vous suivais à la télé, j'admirais ce que vous faisiez parce que vous aviez la volonté de faire bouger ce pays-là. Oui ou non, vous aviez cette volonté lorsque vous avez pris le pouvoir et pendant l'exercice du pouvoir. Oui, maître. Très bien. Monsieur le Président, avant, je vais poser mes questions de manière chronologique. Donc avant, à la veille du 28 septembre, le jour et les jours qui ont suivi. À la veille du 28 septembre, vous vous êtes rendu à l'Abbé avec une délégation. Oui ou non? Oui, maître. L'objectif, c'est parce que des sages de Fouta étaient venus vous demander de vous rendre dans cette localité afin d'être accueillis par la population. Oui ou non? Oui, maître. De bonne foi, parce que vous étiez le père de la nation, vous avez décidé de vous rendre à l'Abbé. Oui, maître. Très bien. Lorsque vous avez été à l'Abbé, quelle était l'ambiance que vous aviez ce jour-là avec la population de cette localité? Ce que j'ai constaté à l'Abbé ce jour, même par l'Abbé, a commencé par maman en allant, je ne sais pas si c'est de là-bas au Pita jusqu'à l'Abbé. Je me suis dit que ce n'est pas pour rien que j'ai fait le déplacement. J'ai trouvé un peuple, une population qui m'a prouvé qu'on est tous Guinéens. Très bien. Donc vous êtes senti chez vous, à l'Abbé? Chez moi-même. Très bien. Et vous avez quitté l'Abbé confiant de votre popularité, notamment par les jeunes, ou bien? Oui, non seulement par les jeunes de l'Abbé, mais la population elle-même l'estime. Bon, peut-être l'expression popularité, mais l'estime, le respect, j'étais vraiment confiant. On a voulu dire ici, cette audience, que vous étiez rendu à l'Abbé pour défier les opposants, alors que... Le micro est fermé. Hein. Ah. Je le dis que... C'est bon? Que je le dis parce qu'il a été dit à cette audience que vous êtes rendu au stade, à l'Abbé du moins, pour défier les opposants. Alors que ce sont les sages, c'est à la demande des sages de cette localité que vous vous êtes rendu. Ce n'est pas une question, c'était une précision. Monsieur capitaine, oui, maître. Quand vous êtes revenu de l'Abbé,
Est-ce que vous confirmez que vous êtes rentré à Conakry dans les bandes de Zoroyeur 1 heure? Oui, tout à fait, maître. Donc vous étiez fatigué. Oui. Vous aviez trouvé qu'il y a des personnes qui vous attendaient. Oui, maître. Mais étant donné que vous étiez fatigué, vous êtes rentré directement vous coucher. Oui ou non? Oui, mais sauf par allégation des allégations. Sinon, ce que vous dites, c'est ce qui s'est passé, maître. Très bien. Non, on est là pour dire la réalité des faits. Oui. Et en somme, si vous êtes parti vous coucher, parce qu'il a été soutenu à la barre ici, selon certaines parties civiles ou d'autres, qu'une réunion aurait été tenue par le CNDD dans la nuit du 27. Dans la nuit du 27, qu'une réunion s'était tenue. Est-ce que vous, qui étiez le président du CNDD à l'époque, après votre tournée à l'abbaye, vous rentrez à Conakry à 1 heure du matin, vous trouvez des gens chez vous, vous n'avez pas eu le temps de communiquer avec vous, vous êtes parti directement vous coucher. Est-ce qu'on peut dire que vous avez participé à une réunion quelconque ce jour-là? Et maître, comme je vous le dis, parce que, vous savez, chacun a sa position. Et moi, ce que je sais, je n'ai tenu aucune réunion. Très bien. Avec les membres du CNDD. Très bien. Cette déclaration, j'en viendrai. Tous les membres du CNDD confirment qu'il n'y a jamais eu de réunion ce jour-là concernant une quelconque manifestation. Monsieur le Président, Monsieur le capitaine Dadis, vous dormiez lorsque votre commandant des opérations, Feu Joseph Makambo, est venu vous réveiller pour vous dire que les opposants s'apprêtaient à manifester ce 28 septembre. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Oui, maître. Très bien. Vous avez essayé de joindre celui ou parmi les leaders avec lequel vous entreteniez de bonnes relations. Oui, maître. C'était M. Sidia Touré. Oui, maître. Très bien. Lorsque vous l'avez appelé, M. Sidia Touré, qu'est-ce que vous lui avez demandé? Quand on en parlait, je lui ai juste dit, grand frère, par rapport à la manifestation, puisque la journée du 28 septembre était une date historique, que je voulais en faire, je lui ai dit si la manifestation pouvait être reportée, à part la date du 28 septembre, c'est là où clairement il m'a dit à 7 heures qu'il n'était plus possible. Et directement, il y a eu interruption. Oui. Donc, je n'ai plus cherché à le rappeler. Très bien. Sur ce point précis, la défense de Toumba a lu une déclaration de M. Sidia Touré, qui, je rappelle, il est partie civile dans ce dossier. Il est partie civile dans ce dossier. Que M. Sidia Touré aurait dit que vous l'aurez menacé de l'arrêter et de l'emprisonner. Est-ce que de telles conversations a eu lieu entre vous et M. Sidia Touré? Maître, vous savez ce qui est un peu décevant, c'est lorsque
un fait ne se passe pas de la sorte et que par des occasions qu'on essaye de donner autre idée, bon, je comprends bien, maître. Parce que je comprends et c'est tout à fait normal. À l'époque, ils étaient tous dans cette logique. Et si les avocats de Toumba ont pris ça à travers des affirmations, ce que je sais, en âme et conscience, c'est pas ce qui s'est passé. Très bien, très bien. Et je voulais juste le préciser parce que voici, ce sont les avocats de Toumba. Il est partie civile dans ce dossier-là. D'accord. Alors, puisque lui, il est parti au procès, Monsieur le Président, il y avait quelqu'un qui était présent. Vous ne le saviez même pas, vous ne vous rappeliez pas de ça, parce que c'est son téléphone que vous avez utilisé. Lui, il a fait une déclaration et on lui a demandé cela. Il ne confirme pas les propos de M. Sidia Touré. Je vous en donné lecture. Le procès verbal d'audition, de déposition de témoins de M. Tibou Camara en date du 10 août 2017 à 10h02. Il dit ceci, pages 2 et 3. Personnellement, étant pour le respect des libertés démocratiques, j'ai essayé de convaincre le président du CNDD pour qu'il autorise la manifestation, surtout que les manifestations des mouvements de soutien l'étaient sur le terrain. Je suis parvenu à le convaincre sur ce principe, mais il a demandé de décaler la date et surtout de délocaliser le lieu de la manifestation. Il a cité par exemple le stade de Nongo. C'est en ce moment qu'il a pris son téléphone pour joindre tous les organisateurs pour leur faire part de ses propositions par rapport à la manifestation. Il dit les propositions. C'est ainsi qu'il est parvenu à joindre Sidia Touré avec qui il a échangé. C'est à l'issue de cette conversation que le président m'a fait comprendre que Sidia lui a dit qu'il n'était pas à mesure de joindre tous les organisateurs à pareille heure et partager avec eux la proposition. En fin de compte, il lui a demandé de les laisser faire la manifestation. Ça veut dire que M. Tibou Camara dit qu'il a réussi à vous convaincre de laisser faire la manifestation et voici le compte rendu qu'il vient de faire de la conversation. Oui ou non, M. Tibou Camara ne confirme pas que vous auriez menacé M. Sidia Touré lors de votre conversation. Ouais, mais il ne le fait pas. Ça prouve à suffisance ce que j'ai dit. Sinon, connaissant M. Thibault, il aurait dit très clairement, contrairement à ce que, contrairement à d'autres affirmations. Très bien. Je laisse ce PV parce que M. Tibou Camara était le seul témoin effectivement de cette conversation. En tout cas, dans les pièces acquises au débat. Je continue mon interrogatoire, Monsieur le Président. Ça, c'était la nuit du 27. La nuit, je crois, du 27. Le 28 septembre, vous avez déclaré dans vos dépositions, dans votre procès verbal de déposition de témoins, et devant également les magistrats instructeurs, que vous dormiez quand, effectivement, votre commandant des opérations, Feu Joseph Makambo, est venu vous informer que la manifestation a lieu. Oui ou non? Oui, maître. Donc vous dormiez jusque dans les bandes de 10 heures. Et ce que vous dites, Monsieur le Président, il ressort un peu dans le procès verbal de déposition de témoins de M. Moussa Keïta. Dans son PV de déposition de témoins devant les magistrats instructeurs en date du 11 mars 2015 à 11h, à la page 2, il dit ceci.
j'ai pu joindre au téléphone le jeune frère du président, dont j'ai oublié le nom, lequel m'a toujours répondu que le président dormait. Ça veut dire qu'au moment où les faits se produisaient, vous dormiez. On vous a réveillé pour vous dire que ce fait est en train de se dérouler. Oui ou non, cette information est vraie, Monsieur le Président? Comme vous-même vous constatez, maître. Oui. Vous dormiez? Oui. Très bien. Parce que à cette barre, Monsieur le Président, Monsieur le Capitaine, vous êtes poursuivi pour complicité. Lorsqu'à cette, on vous dit que vous étiez à cet instant précis où les faits se déroulaient, que vous étiez au stade. Et c'est là où je vais revenir à l'une des questions posées hier par la défense de M. Toupa Diakité. Le doyen a dit ceci. Il soutient que vous avez envoyé, que vous êtes venu au stade à 10 h. Bon, il n'a pas précisé l'heure. Vous avez commandé les opérations à partir de Morokana. Vous avez envoyé Marcel et vous avez envoyé Tchiboro pour aller tuer Toumba, pour chercher-le, tuer-le. Mais il a dit ceci, Monsieur le Président. Il dit que vous oubliez que son client était lourdement armé ce jour-là. N'est-ce pas la preuve que le jour du 28 septembre, M. Aboubakar Sidiki dit Toumba Diakité était lourdement armé à la date du 28 septembre? C'est ça, maître. C'est la preuve, oui ou non? C'est la preuve. Très bien. Sur cette même question, Monsieur le Président, ils ont déclaré à cette barre, ce sont les conseils de M. Toumba Diakité qui l'ont dit, que vous étiez au stade. M. Diakité a comparu à cette barre, il a été interrogé. Ici, par tous les acteurs du procès, il a été interrogé par le magistrat instructeur, il a été interrogé à Dakar, sous commission rogatoire. Il a toujours dit que vous n'étiez pas au stade. Celui qui est défendu, parce que dans le procès pénal, nous on assiste, on ne vous représente pas. Celui qui est défendu vous dit, ou dit à tout le monde, que vous n'étiez pas au stade. Son conseil vient dire que vous étiez au stade. Est-ce que un tribunal criminel, parce que vous êtes poursuivi pour des faits graves, doit prendre au sérieux de tels amalgames, de quelle contradiction entre une défense et son client? Oui, c'est pour... Je l'ai dit, maître, je dis si... Je défie quiconque, que ce soit de la partie civile ou de la défense, et ce que vous venez de dire, même nous les accusés, ceux-là qui pensent qu'ils ont une intelligence par rapport à cette cour, je m'en moque. Je m'en moque. Et je dis clairement que cette contradiction en matière de droit pénal devant un tribunal criminel, il y a le parquet qui est là, des spécialistes. D'accord. Ils vont, je remets ça à leur sagesse, maître. Rassurez-vous, vous avez un tribunal très sérieux. Capitaine, est-ce que lorsque quelqu'un vous dit que mon client était armé au stade et que ce dernier, il est poursuivi pour des faits d'assassinat, des faits de meurtre, n'est-ce pas la preuve que l'intéressé est effectivement coupable des faits qui lui sont reprochés?
N'est-ce pas la preuve qu'il était armé au stade du 28 septembre, ce jour-là, alors qu'il n'est pas gendarme? Il est militaire, il s'arme pour aller au stade du 28 septembre. Est-ce que ce n'est pas la preuve, Monsieur le Président, que ce tribunal est en train de rechercher à cette barre? Oui, vous savez, maître, comme je l'ai dit, je l'ai dit hier, un des célèbres magistrats, c'était des cours qu'on suivait, on n'était pas des spécialistes. J'ai parlé hier, j'ai dit, maître Sidram disait que le droit pénal est une arme à la gâchette facile. Ça veut dire quoi, maître? Ça veut dire ce que l'avocat de M. Toumba vient de dire. Il ne peut plus rattraper. Il ne peut plus rétracter. Il ne peut plus rattraper parce que la balle est déjà partie. Très bien. Alors je ne peux que laisser la sagesse de cet auguste tribunal. D'accord, capitaine. Et je le dis simplement parce que si à la phase de l'instruction préparatoire, ce sont les indices, ok, donc à la phase de l'inculpation, ce sont des simples indices. Ici, à cette part, c'est les preuves. Et voici ce que dit, je vous fais lecture de la question de preuve dans le code de procédure pénale, avec la permission de Monsieur le Président. Une question suivra, bien sûr, Monsieur le Président. L'article 497 du code de procédure pénale dit ceci. Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout moyen de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Ça veut dire que tous les moyens de preuve sont admis devant ce tribunal et il appartiendra au tribunal d'en décider, de donner une suite. Et la déclaration d'un avocat en fait foi. Je suis rentré chez moi dans la nuit du 27, juste après l'appel du capitaine Dadis à Sidi Touré. Et comme je rentrais de voyage, j'étais fatigué, on avait accumulé de la fatigue, parce que, comme je l'ai dit, le travail se faisait de nuit, et au bout d'un certain temps, la nature humaine ayant des limites, j'étais vraiment fatigué. Donc, je dormais dans la journée du 28 septembre, lorsque un de mes oncles, qui travaille, qui a ses bureaux en ville, est venu à mon domicile pour demander de me réveiller parce que des choses graves se passeraient en ville. Donc on m'a réveillé et il m'a expliqué qu'il avait l'intention d'aller à son bureau, mais malheureusement qu'il n'a pas eu accès à la ville parce que les premiers incidents dans la manifestation des forces vives ont été enregistrés et que la tournure était assez grave et que lui, personnellement, il avait des craintes d'une déflagration, tant les tensions étaient vives. Évidemment, à partir de ce moment, moi-même, à partir de mon domicile, puisque déjà il y avait les radios libres et les appels aussi d'amis, de proches, donc j'ai pu suivre, à partir de la maison, l'évolution de la situation jusqu'à la tragédie qui a suivi par la suite. Je suis resté à la maison. À la fin de la journée, le capitaine Dadis m'a appelé pour me demander si c'était possible que je vienne au camp. Je lui ai dit que cette fois, j'ai bien le désir d'aller au camp, mais qu'il n'y a pas de circulation. La circulation est coupée, on ne peut pas prendre le risque de sortir dans un moment où il y avait de fortes tensions, surtout que moi, mon domicile est à Kipé, et c'est dans cette partie de la ville qu'il y avait le plus d'incidents et aussi le plus de tensions. Je me rappelle qu'il m'avait envoyé chercher par Issa, qui était le gouverneur de Mamou, dans un véhicule avec d'autres agents pour que je puisse le retrouver au camp Al-Faya. « 'Aya. » 'Lorsque je suis arrivé au camp Al-Faya, 'Aya, 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 'Aya,
j'ai trouvé le capitaine Dadis assis dans un couloir, les mains sur la tête. Donc, lorsque je suis rentré, il m'a vu comme ça et il s'est écrié: Tibou, tu as vu ce qu'on m'a fait? Est-ce que tu as vu ce qu'on m'a fait? J'étais un peu surpris parce que c'était une des rares fois, pour ne pas dire la seule fois, où je l'ai vu vraiment dans une position de faiblesse. Moi, j'étais habitué à l'homme d'autorité, à l'homme de pouvoir, sûr de lui, en toute confiance, dans toutes les situations. Mais là, celui que j'ai vu était littéralement dévasté. Et naturellement, je n'avais pas de mots, surtout qu'entre-temps, il a continué dans son bureau, puisque le couloir est non loin de son bureau. Et lorsqu'il est entré dans son bureau, comme toujours, il y avait d'autres collaborateurs qui étaient assis, nombreux dans le bureau, parce que au camp Alpha Yaya, pendant la période de la présidence du capitaine Moussa Dadis, les discussions étaient ouvertes. Son bureau ne désemplissait jamais. Des visiteurs, des collaborateurs, tous venaient là, devant lui, discutaient librement, sans tabou, sans censure. Chacun avait la latitude de poser le problème qu'il voulait, de débattre du sujet qu'il souhaite. Il prêtait une oreille attentive et lorsque lui-même voulait un avis, distribuait la parole. Donc, je n'étais pas dépaysé de voir qu'il y avait du monde dans son bureau, comme d'habitude. Et je crois que c'était ceux qui étaient déployés sur le terrain, ou en tout cas qui appartenaient au service de sécurité, parce que les premières explications étaient en train d'être données sur le déroulement et le film de la journée. Et ce que j'ai entendu, la plupart disaient au capitaine que les victimes l'ont été par bousculade, que la plupart de ceux qui sont tombés par bousculade. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai dit spontanément, peut-être imprudemment, que non, Monsieur le Président, il y a d'autres aussi qu'on dit avoir été tués par balle. Il a sursauté de son fauteuil. Par balle? Mais on m'a dit que c'est par bousculade. J'ai dit non, je n'étais pas présent. Je ne suis pas témoin, mais c'est une piste à explorer, compte tenu de l'ampleur du drame. Et ensuite, il a expliqué qu'il se préparait à autoriser l'évacuation de ces loups à l'étranger pour ses soins, parce qu'il a discuté de cette question avec son père, le président Ouad. Ce que j'ai trouvé était une très bonne décision, une mesure humaniste, et bien entendu, j'en étais content. Et donc, je me suis retiré de la salle, parce que comme je n'étais pas présent sur le terrain, je n'étais pas capable d'expliquer les péripéties des événements. J'ai laissé ceux qui en avaient la compétence, la qualification et la connaissance le faire. Voilà, Monsieur le Président, ce que je peux dire à ce stade de ce que je sais de cette page, encore une fois de plus, sombre de l'histoire de notre pays et qui nous interpelle chacun, aussi bien pour contribuer à la manifestation de la vérité que dans l'effort de rendre justice, aussi bien aux familles et aux victimes, mais aux accusés aussi, si tant est que parmi eux, il peut y avoir des innocents. Merci, Monsieur le Président. Vous avez assisté à l'appel entre M. Moussa Dadis Camara et M. Sidya Touré. Oui, Monsieur le Président. C'était à quelle heure? Bon, je ne saurais dire l'heure exacte, mais si je devrais dire approximativement, ça doit être probablement
Après minuit ou un peu avant. Après minuit ou un peu avant? Oui, parce que c'était un peu tard quand même. Ce qui est sûr, c'était tard. C'est un peu tard la nuit. Mais je n'ai pas regardé l'heure et je ne voudrais pas dire quelque chose qui ne soit pas précis, comme je me suis engagé dès le départ. Oui, vous avez dit que le 28 septembre, vous avez été appelé par M. Moussa Dadis Camara. Absolument. Pour rallier le camp. Absolument. C'était à quelle heure? Ça, c'est en fin de journée. Peut-être vers 18h, 19h à peu près. C'était pas encore la nuit quand même, mais c'était à la fin de la journée. Vous avez dit 18h, 19h. Oui, c'est à la fin de la journée, ça je suis formel. Mais il ne faisait pas encore nuit, mais la journée était déjà terminée. Est-ce qu'en ce moment encore, il y a des choses qui se passaient au stade, ou bien c'était fini? Pour moi, j'étais vers Kipé, mais en allant vers le camp, comme je vous l'ai dit dès le départ, c'était difficile de sortir de la maison parce qu'il y avait encore des échauffourées et quelques violences dans le périmètre où moi j'habite, à savoir Kipé, et pour être plus précis, l'axe qui part du centre émetteur vers l'aéroport, en passant par le carrefour de Bambeto. Quand vous êtes venu ce jour, vous avez dit que M. Moussa Dadis Camara vous a dit « Thibou, vous avez vu ce qu'on m'a fait ». Oui. Ce qu'on m'a fait. Oui. Il voulait parler de qui? Non, franchement, c'est tout ce qu'il a dit. Et après, parce qu'en fait, il y a un couloir, et juste après le couloir, vous avez le bureau. Donc il y avait une assise dans le couloir. Au moment où je venais, c'est là où je l'ai trouvé. Et après, là-bas, parce que apparemment, et ça je le saurai après. Oui, ce qu'on m'a fait, il veut parler de qui? Je saurais le dire. Je veux savoir. Il n'a cité personne, il n'a avancé aucun nom précis. Pratiquement, il ne vous a rien dit de spécial. Non, Monsieur le Président. C'est juste cette exclamation. Ça me ramène à vous demander pourquoi il vous a appelé ce jour pour venir. Pourquoi il vous a appelé? Moi-même, par la suite, je me suis posé la question parce qu'en dehors de ce qu'il a dit et de l'avoir suivi après dans son bureau, pour écouter certainement ce qui s'était passé dans la journée, nous n'avons pas eu d'échange. Donc j'ai dû rentrer après. Donc il ne vous a rien dit? Non. Mais il arrivait qu'il m'appelait, qu'il m'appelle et que par la suite, qu'il n'y ait rien de particulier. Ce n'était pas la première fois. Il m'appelait souvent. Mais ce jour était spécial. Oui, c'est vrai, Monsieur le Président. Mais il ne m'a rien dit. Il n'y a plus de questions au niveau de la défense. Partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur, de me donner la parole pour poser quelques questions à M. Bahouri. Et je voudrais commencer par vous féliciter. Merci. Et je crois que, à travers ce procès, ceux qui ne vous connaissaient pas ont eu l'occasion de vous écouter et de comprendre qui vous êtes. En réalité, vous êtes une sommité. Je suis fier d'être l'un de ceux qui vous défendent à ce procès. Vous avez rendu un service énorme à votre pays. Vous avez pris votre responsabilité à un moment où certains se cachaient. Vous avez pris la responsabilité de faire face à une junte qui était à l'époque assoiffée de pouvoir et de sang. Je vous remercie pour ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais commencer par faire certaines remarques. Voyez-vous, tout ce que les avocats du président Dadis n'avaient pas pu obtenir comme information, ils ont pensé qu'ils allaient obtenir avec vous. Et cela dénote de plusieurs échecs. D'abord, Monsieur le Président, Monsieur Bahouri, certains ont eu la prétention de vous enseigner. Voyez-vous, vous êtes un homme humble, simple et très important pour le pays. Ne vous offusquez pas. Merci, Monsieur le Président. Il vous a été montré également une liste faisant état de la hiérarchie militaire. Est-ce que vous savez que ce n'est qu'une liste additive qui a été lue ici? Est-ce que vous le savez? Je ne savais pas.
Donc je vous apprends, monsieur Ba, que la première liste, en tête de liste figure M. Moussa Dadis Camara parce que c'est lui le commandant en chef des forces armées avec le général Sekouba Konaté. C'est une mise au point très importante. Ensuite, déformant vos propos, l'un des conseils a déclaré que vous avez soutenu que la responsabilité de M. Moussa Dadis Camara est purement morale. Est-ce que ce n'est pas une déformation de vos propos? La mezzanine, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que ce n'est pas une déformation de vos propos? Bien. Oui. Et il a même demandé que cela soit acté dans le primitif. Ce n'est qu'une simple diversion, Monsieur le Président. Oui. Voilà. Ensuite, il est allé jusqu'à vous poser la question de savoir c'était quoi un aide de camp. Est-ce que vous êtes à cette barre pour donner des cours sur l'organisation militaire? Non. Est-ce que la définition de l'aide de camp vous intéresse à ce procès? Non. Est-ce que vous avez un aide de camp? Non. Alors, ensuite, ils ont également prétendu, la plupart d'ailleurs, qu'il y aurait des contradictions entre votre procès verbal d'audition au niveau du pôle d'instruction et les déclarations que vous avez tenues à cette barre. Est-ce qu'il y a des contradictions? Non. Est-ce que le fait de dire que quand Toumba Diakité est venu, il a donné des instructions pour que vous descendiez de l'estrade, est-ce que cela constitue une contradiction par rapport aux propos que vous avez tenus ici? Non. Est-ce qu'à l'époque des faits, dès lors qu'il était peut-être le plus imposant, il vous a dit descendez, est-ce que cela ne constituait pas pour vous une forme de chefferie en ce qui concerne ceux qui étaient autour de lui? Affirmatif. N'est-ce pas? Est-ce que cela contredit ce que vous avez déclaré hier et aujourd'hui? Non. Très bien. Je vais poursuivre d'abord pour les remarques, parce qu'il faut rétablir les faits. Il y a eu trop d'amalgame. Et l'amalgame crée la confusion. Devant ce tribunal, tout va être éclairci. C'est extrêmement important pour l'avenir de ce pays. Nous avons baigné dans le mensonge pendant 50 ans. Il est temps que ça se termine. Ensuite, on a lu presque 50 pages des différents rapports. Est-ce que c'est vous qui avez établi ces rapports? Non. Quelle a été la conclusion du rapport de la Commission nationale? Quelque chose que j'ai, en écoutant les auditions, qui m'avait semblé contraire à la vérité. Est-ce que dire, conclure que ce sont les leaders politiques qui sont responsables, qui ont une grande responsabilité de l'organisation de ce procès et des massacres, est-ce que ça, ce n'est pas contraire à la vérité? C'est contraire à la vérité. Très bien. Ensuite, est-ce que, en vous demandant si M. Moussa Dadis Camara, les acquis de M. Moussa Dadis Camara, est-ce que cela vous intéresse ici? Dans les circonstances actuelles, je ne vois pas l'importance. Est-ce que c'est à vous de déterminer sa responsabilité morale, pénale et disciplinaire? Est-ce que c'est à vous de le déterminer ici? Pas du tout. Très bien. Est-ce que, après avoir fait votre audition devant le juge d'instruction, est-ce que vous avez le droit de rajouter d'autres éléments qui n'ont pas été pris en compte au moment de votre audition devant le juge d'instruction? Est-ce que vous avez ce droit? Je crois que ce droit existe. Est-ce que cela est contraire à la procédure pénale ici? Pas du tout. Est-ce que vous avez le droit de rajouter toute information qui n'avait pas été prise en compte? C'est tout à fait possible. Très bien. Ensuite, on a voulu vous opposer aux déclarations que certains leaders auraient tenues dans leur procès verbal. Est-ce que vous êtes là pour défendre la version de telle ou telle autre personne? Pas du tout. Vous êtes là pour expliquer votre part de vérité, oui ou non? C'est bien ça. Très bien. Est-ce que dans ces conditions, on peut vous reprocher d'avoir des contradictions entre votre déclaration et les déclarations d'autres personnes? Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique. Très bien. Ensuite, il y a l'un des avocats qui vous a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas résisté quand on vous a porté, quand les manifestants vous ont porté au dos pour vous faire rentrer au stade? Ce n'est pas, à la limite, irréfléchi? Ils ne se mettent pas dans le contexte. Est-ce que vous aviez la possibilité d'empêcher les gens de vous porter en triomphe? Ce n'était pas possible. Quand vous êtes venu le matin, est-ce que le stade était fermé? C'était fermé. Est-ce que quand vous êtes rentré, vous avez constaté qu'il y a eu effraction? Pas du tout. La porte a été complètement endommagée? Oui.
Est-ce qu'elle a été endommagée ou elle était complètement ouverte? Elle était ouverte. Est-ce que vous ne pensez pas que celui qui a ouvert cette porte était déjà dans la dynamique de participer à ces massacres? Je pense que ceux qui l'ont fait ont sciemment piégé tout le monde. Vous avez annoncé officiellement qu'il ne se présentait pas aux élections, cette manifestation aurait eu lieu? Non, il n'y avait aucune raison qu'elle puisse avoir lieu. Alors, donc, on va passer, justement, on connaît maintenant les motifs pour lesquels vous avez organisé cette manifestation. On va aller à la manifestation, à l'organisation pratique de la manifestation. Quelles sont les dispositions que vous avez entreprises pour l'organisation de cette manifestation, de façon très résumée? Est-ce que vous avez donné des consignes spécifiques à ceux qui devaient manifester au moment des faits? Il y a eu des consignes, une sensibilisation, notamment le caractère pacifique et le caractère massif qu'il fallait démontrer, puisqu'on voulait de manière visible montrer de quel côté était la légitimité populaire. Très bien. Est-ce que, au cours de cette manifestation, vous aviez la volonté de mettre fin au régime de Moussa Dadis Camara? Pas du tout, ce n'était nullement nos intentions. Est-ce que vous aviez les capacités militaires ou matérielles pour obtenir un coup d'État contre lui? Pas du tout. Alors, quand on parle de complot, M. Ba, est-ce que le complot là pouvait tenir? Il ne pouvait pas y avoir de complot dans ce contexte. Je pense que c'est nous qui avons subi un complot qui a contribué au carnage. Très bien. On va venir le jour de la manifestation. Il a été rapporté à cette barre qu'un commissariat a été incendié, n'est-ce pas? Oui. Et que ce sont les armes issues de ce pillage, de ce commissariat, qui auraient été servies, c'est ces armes qui ont servi à perpétrer le massacre au stade. Est-ce que cela est une logique, M. Ba? Est-ce que ça, c'est possible? Ce n'est pas possible parce qu'un commissariat, s'il y a des fusils à l'intérieur de ce commissariat qui était relativement modeste, il ne pouvait y avoir qu'un ou deux fusils. Très bien. Et c'est d'ailleurs confirmé par le commissaire central de ce commissariat qui a indiqué effectivement que les fusils qui avaient été trouvés à cet endroit n'étaient pas opérationnels. Cela est également confirmé par Toumba Diakité. Donc, il ne pouvait pas avoir de complot contre le capitaine Moussa Dadis Camara, en tout cas, en ce qui concerne les organisateurs de cette manifestation, n'est-ce pas? C'est clair. Très bien. Et j'ai oublié de parler d'un pan, c'est concernant M. Sidia Touré, la veille de la manifestation. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il ait appelé Sidia Touré à 2 h du matin était un acte sincère tendant à désamorcer la crise? Pas du tout, parce que entre le 23 septembre et le 28 septembre, il y avait des possibilités de convoquer l'ensemble des membres des forces vives pour un entretien, pour éviter que nous allions dans la logique que nous déplorons aujourd'hui. Mais M. Sidia Touré, en tant que tel, comme je vous l'ai indiqué, ne pouvait pas prendre un engagement qui pourrait amener à ce que la date soit reportée, parce que les forces vives étaient structurées de telle manière, les décisions majeures devraient faire l'objet d'une assemblée générale expresse pour que les décisions soient prises. Tout cela a été fait pour éviter que quelques-uns d'entre nous, en catimini, puissent prendre des décisions et des contre-décisions qui auraient ruiné l'efficacité du mouvement. Est-ce que si le président Dadis était sincère, ainsi que son gouvernement, est-ce que du 23 au 28, il n'aurait pas organisé une réunion pour vous appeler afin de s'entendre sur ce qui était le point d'achoppement, afin d'éviter l'organisation de cette manifestation? C'était tout à fait possible et je pense que nous étions disposés à cela.
mais Très bien. il n'y a jamais eu d'initiative dans cette direction. Je voudrais que le président me permette de lire le procès verbal d'audition de M. Sidia Touré et ensemble on verra si cela constitue des menaces ou pas. Monsieur le Président, avec votre permission. Il s'agit du procès verbal de M. Sidia Touré. Moi, j'avais des rapports très apaisés avec le capitaine Dadis. Le 28 septembre, à 1h du matin, mon téléphone a sonné. Lorsque j'ai regardé, j'ai compris que c'était un coup de fil au nom de Tibou Camara qui était affiché sur mon téléphone. J'ai posé la question de savoir pourquoi il m'appelait si tard. Il m'a répondu que c'est le président qui voulait me parler. Je venais de me réveiller, j'ai dit, quel président? Il m'a dit c'était le président Dadis. Dans notre conversation, Dadis m'a demandé de faire empêcher le meeting qui était prévu dans la matinée au stade. Je lui ai répondu que ce n'était pas possible. À 1h du matin, je ne vois pas comment cela pouvait être possible. Il a donc dit qu'il a beaucoup de respect pour moi. Mais il était impossible d'accepter que ce meeting se tienne. Je réitère que je n'y pouvais rien. J'ai réitéré que je n'y pouvais rien. J'ai eu l'impression que le téléphone était sur haut-parleur et que les deux suivaient ma déclaration. J'ai entendu Tibou dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de l'État. Monsieur Ba, avec une telle déclaration, est-ce que cela ne peut pas être analysé et compris comme étant des menaces? Les termes tels qu'ils sont utilisés attestent cela. Très bien. Donc, on peut aujourd'hui affirmer, confirmer qu'effectivement, M. Moussa Dadis Camara était opposé à cette manifestation au stade, oui ou non? Par ces termes, oui. Très bien. Le jour de la manifestation, vous avez parlé du colonel Tchebourou et il me semble avoir entendu que au départ les échanges étaient cordiaux, n'est-ce pas, avec lui? Bien sûr. N'est-ce pas? Et est-ce qu'il en est resté ainsi jusqu'à la fin? Bon, les échanges cordiaux étaient au moment où on était au niveau de l'entrée de l'université Gamal Abdel Nasser. Moi, je peux l'interpréter comme tel, quelqu'un d'autre peut l'interpréter autrement. Mais comme c'était dans une période surexcitée, il y avait, disons, des positions tranchées de part et d'autre. Il nous a été rapporté ici, à travers des procès-verbaux des partis civils, qu'effectivement, le colonel Tchebourou s'en est pris personnellement à plusieurs partis civils à travers ses agents. Est-ce que quand on vous dit ça à la barre, vous pouvez croire? Je vous écoute, oui, je n'ai pas compris. Ces agents ont participé au maintien d'ordre. Est-ce qu'on peut y croire? Au maintien d'ordre? Oui. D'abord, le colonel Tchebourou, quand il était avec vous dans ces entretiens, est-ce qu'il était accompagné d'agents? Il y avait peut-être quelques agents. Il y avait des agents du CMIS qui étaient à côté. Bon, comme je ne connais pas le nombre des hommes liés au colonel Tchebourou, peut-être que d'autres étaient dans d'autres théâtres des opérations. Vous avez déclaré ici que le colonel Tchebourou n'avait pas d'autorité sur les agents. Est-ce que vous parlez des militaires ou des gendarmes et policiers? Parce que la distinction, elle est importante. Vous parliez de quel type d'agent? Non, à ce niveau-là, je ne peux parler que la manière dont un agent a intimé l'ordre de nous faire sortir de la clinique. Voilà. Sinon, très bien, ils vont jeter des grenades et le colonel Tchebourou était en face de lui. Et je pense qu'un officier de son rang qui a pris l'initiative de nous amener à la clinique et un autre subordonné qui dit non, ce n'est pas possible, sinon je fais sauter la clinique, ça posait problème. Vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Parce que ça représentait presque un trophée de l'autre côté. C'était presque un trophée. En réalité, il n'avait pas de contrôle peut-être sur les bérets rouges et les militaires. Ça, c'est peut-être plausible. Mais est-ce que sur l'esplanade du stade, vous avez vu un seul agent désobéir aux ordres de M. Tchebourou?
Je ne l'ai pas vu en tant que tel prendre une initiative au moment où on était à l'esplanade du stade du 28 septembre. Donc, vous parlez d'insubordination au niveau de la clinique, n'est-ce pas? Simplement au niveau de la clinique pour dire les choses telles Très que bien. se sont